19h à Bamako et partout au Mali, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Dans le souci de concrétiser le programme présidentiel visant à doter l'ensemble de la population malienne au masque et malien, un masque, le ministère de l'Industrie et du Commerce, en parfaite collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, a procédé à une vaste distribution de masques lavables et réutilisables à 3 institutions de la République, à savoir la Cour suprême, la Cour constitutionnelle et le Haut Conseil des collectivités, ainsi qu'à 2 régions, Koulikoro et Ségou. La cérémonie de remise s'est déroulée ce jeudi 2 juillet au parc des expositions de Bamako. C'est un compte rendu de Samaïra Sanogo et Abdoulaye Sogodogo. 3 institutions de la République, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et le Haut Conseil des collectivités territoriales et 2 régions, Koulikoro et Ségou, sont les bénéficiaires du jour des masques lavables et réutilisables distribués par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette action rentre dans le cadre du programme présidentiel de doter les Maliens aux masques. Donc ce matin, nous avons eu à distribuer 3 institutions ici. Nous avons donné à 3 institutions ici et des régions qui sont les Koulikoro, la région de Koulikoro et la région de Ségou. Pour un total de 1 852 500 masques ont été distribués. La semaine prochaine, le processus continue pour distribuer encore à d'autres structures et aux autres régions. Après réception de ces masques, les bénéficiaires se disent satisfaits de la tenue de la promesse présidentielle. Un Malien, un masque. Ces masques viennent à point nommé quand on sait que la pandémie du Covid-19 est jusqu'à présent entre nos murs, affirment les bénéficiaires. Le seul moyen pour en tout cas lutter contre effectivement cette pandémie aujourd'hui, c'est vraiment le port des masques. Et le port des masques, c'est se protéger soi-même et protéger les autres. C'est pourquoi nous, de la région de Koulikoro, on est vraiment satisfaits à plus d'un titre, parce que Kati et puis effectivement la commune de Kalabankoro, pratiquement en tout cas, sont les communes où il y a le plus grand nombre effectivement de cas enregistrés. L'initiative Un Malien, un masque se concrétise de plus en plus, en tout cas dans la zone de Ségou, avec une réception, une remise à la région de Ségou de 982 000 masques. C'est très significatif. C'est très significatif. Et ces masques-là seront utilisés pour prévenir contre la pandémie Covid-19. Le port de masque, c'est se protéger et protéger les autres. C'est fort de cette conviction que les plus hautes autorités du pays sont à pied d'œuvre depuis les premières heures de l'apparition de la pandémie dans notre pays pour doter les Maliens aux masques. Une promesse en cours de concrétisation. L'objectif de cette cérémonie de ce matin, c'est la remise des masques à un certain nombre de nos institutions et à 2 de nos régions. Les institutions, c'est la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, le Haut Conseil des collectivités. Et les régions, c'est la région de Koulikoro et la région de Ségou. C'est à peu près près de 2 millions de masques qui sont donc remis à ces structures-là ce matin. Il y a des masques importés et des masques fabriqués localement. 1 852 500 masques est le nombre distribué ce jour par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et son ministère de tutelle aux 3 institutions bénéficiaires et 2 régions. Le processus reste engagé afin de doter tous les pays aux masques. Enlevé depuis le 25 mars en pleine campagne dans la circonscription électorale de Niafunké, le chef de file de l'opposition malienne, l'honorable Soumaïla Cissé, reste encore introuvable, même si les initiatives se multiplient en vue d'obtenir donc sa libération pour plus de 2 semaines, après l'adresse du chef de l'État qui annonçait sa libération probable. Sa famille et l'ensemble de la classe politique malienne sont toujours à l'attente. Une de nos équipes de reportage a pu rencontrer certaines personnalités sociopolitiques et administratives de notre pays pour recueillir leur avis. Suivons ce dossier de la rédaction.
Malgré la déclaration faite le 16 juin dernier par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans laquelle il avait annoncé à la population malienne que son frère Soumaïla Cissé est en vie et qu'il serait bientôt libre, certains leaders politiques maliens et de la société civile s'inquiètent. Comme vous venez de le dire, il y a quelques jours de cela, 2 semaines, le président de la République lui-même est sorti pour dire que les ravisseurs du président Soumaïla sont connus et que bientôt il sera libéré. Maintenant, la question qu'on se pose, comme lui il dit que les ravisseurs sont connus, qui sont-ils? À mon humble avis, il devrait dire ça pour que la population puisse comprendre quelles sont les conditions que ceux-ci ont posées et qui bloquent sa libération. Mais rien de tout cela n'a été dit donc au peuple, ce qui fait qu'aujourd'hui cette affaire a vraiment des contours vraiment flous. L'initiative du chef de l'État, ça donne beaucoup d'espoir. Espoir parce qu'ils ont su où se trouve Soumaïla Cissé et bientôt qu'il sera libéré. Ça c'est plein d'espoir. Maintenant, où est-il exactement? Qui sont ceux qui le détiennent? Donc dès que ça a été annoncé par le chef de l'État, je crois qu'il doit être là tout de suite et maintenant. On ne sait pas pourquoi ça tarde. Au lendemain de son kidnapping, une cellule de crise dirigée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga avait été mise en place par le gouvernement pour négocier la libération de Soumaïla Cissé. 3 mois après, peu d'informations circulent sur les conditions de sa détention, même si cette cellule estime qu'il serait toujours en vie. Pas de coloration politique. Le Mali en entier a besoin de la libération de Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé aujourd'hui n'appartient pas seulement à l'URD. Soumaïla Cissé appartient à une famille, la famille Le Mali. À sa famille politique, je dirais que Soumaïla, certes, est le président de l'URD. Soumaïla est malien. Soumaïla appartient à tout le monde. Je leur demande encore patience et de rester toujours serein. Franchement, nous avons tous mal. Soumaïla est un frère à nous tous, un ami de longue date. Je crois que son enlèvement vraiment a suscité beaucoup de bruit. Alors il ne mérite pas ce sort. Et en pleine campagne, moi je crois que ça fait mal à tous les Maliens. Et surtout, il est absent maintenant à l'Assemblée nationale. Il a été élu à Niafinké. Voilà qu'il n'est pas là parmi nous. Les autorités maliennes tentent de rassurer, mais des zones d'ombre demeurent sur l'enlèvement de Soumaïla Cissé, soulignent certains de nos interlocuteurs. Alors, les ravisseurs, parlons-en. Les gens, par exemple, les djihadistes, et ils ont un mode opératoire. Ce qui fait que chaque fois qu'ils font un rapt, ils le revendiquent. Mais ça fait 100 jours que Soumaïla Cissé a été enlevé. Il n'y a aucune revendication. Alors, finalement, nous, on ne comprend pas. C'est vrai que tout le monde s'attend à la libération depuis. Mais ce que je veux que les gens sachent, c'est que ce n'est pas une chose aisée à négocier. Et vous savez, Soumaïla, c'est une grande personnalité. C'est une grande personne que tout le monde respecte. Et depuis un moment donné, une commission a été mise en place. Et la commission travaille à champ d'œuvre pour qu'il soit parmi nous. Seulement que ce n'est pas facile. Il faut reconnaître que ce n'est pas du tout facile de négocier vraiment avec des personnes dont on ne maîtrise pas tous les contours de leurs idées philosophiques par rapport à ce qu'ils veulent. En plus des initiatives de l'État, les militants et sympathisants de l'honorable Soumaïla Cissé ont souhaité aussi organiser un grand rassemblement pacifique ce jeudi 2 juillet 2020 à l'esplanade de la Bourse du Travail avec un seul mot d'ordre, la libération immédiate et sans condition du chef de file de l'opposition malienne. N'ayant pas accès à la mer, le Mali consent d'énormes efforts dans la sauvegarde et la protection des fleuves, le Niger en particulier. C'est le cas de l'association Sauvons le fleuve Niger qui œuvre aux côtés du gouvernement pour la préservation de ce patrimoine. Cependant, la SFN constate avec indignation l'occupation anarchique de la berge du fleuve Niger avec des sentiers en cours. Écoutons à cet effet le président de la dite association au micro de Alhamidou Badini.
L'objectif de cette association, c'est d'abord de contribuer au désensablement du fleuve Niger, de contribuer aussi à la protection et à la sauvegarde de ce patrimoine qui est aussi l'une des artères nourricières du Mali qu'on doit la protéger. Bon, moi je pense que ce n'est pas légal. D'abord, dès que nous aussi nous avons constaté, c'est l'association qui a fait le constat, nous sommes venus avec une mission dont en plus nous avons aussi adressé une lettre à monsieur le directeur national de l'agence des bassins de fleuve Niger qui sont venus faire le constat. Et en plus nous avons appelé aussi le maire domanial qui est en commune 1 et nous avons compris en réalité jusqu'à présent que les travaux continuent. En plus de cela, nous avons au moins porté plainte contre X parce qu'on ne connaît pas le propriétaire, juste pour qu'il puisse au moins déguerpir, même pas déguerpir, l'expulsion ou démolition. Parce que le fleuve Niger, le Mali est un pays continental, on doit tout faire pour la protéger. Avant, les gens sont en train de construire sur les berges. Maintenant, ce n'est plus le berge, c'est dans le lit du fleuve. Nous, notre association, c'est ça notre objectif. Et nous allons faire le tout possible pour dire à l'opinion nationale et internationale qu'ensemble, on doit protéger le fleuve Niger, qui est l'artère nourricière du Mali. J'en profite pour remercier le parquet de la commune 1, surtout le procureur, qui n'a ménagé aucun effort en réalité pour qu'on puisse avancer et rehausser un peu. J'en suis persuadé que nous avons confiance à la justice de notre pays. Nous avons déposé une plainte contre X, juste pour démolition et l'expulsion. Le soit transmis a été envoyé au niveau du camp 1 et maintenant l'enquête est en cours. Moi je pense que M. X, si vous voyez qu'il est venu, il est en train de faire les travaux, ça veut dire qu'il a un document. Et ce document, je dis en haute voix, c'est en complicité avec la mairie de la commune 1. Parce que nous avons appelé le maire domanial, il est venu faire le constat, l'ABFN est venu faire le constat, mais après nous avons compris en réalité il est en complicité avec la mairie. Que dans le lit, maintenant nous avons dit en réalité d'arrêter. Il m'a même appelé avec des gens, nous avons dit qu'on n'a pas besoin de ça. Notre objectif, c'est la sauvegarde et la protection du fleuve Niger, qui est l'artère nourricière du Mali. Je vais à l'endroit de tel X, comme je l'avais dit, ou surtout à la mairie de la commune 1, de faire extrêmement attention. Ensemble, pour moi, on doit se donner la main. L'État seul ne peut pas. Mais l'ensemble des problèmes, en réalité, qui se situent au niveau des berges, sur les berges du fleuve dans le lit, c'est la plupart, c'est des maires communaux. En réalité, ce que nous allons dire, ensemble, on doit se donner la main pour protéger cette artère nourricière du Mali. La directrice générale de l'entreprise Tisane a initié une séance de travail dans les locaux de la dite entreprise assise à Magnambougou en commune 6 du district de Bamako. L'objectif est de présenter ses produits aux consommateurs maliens. Cette jeune femme évolue dans la transformation agro-business, notamment les sirops, les confitures, les mangues séchées et du miel. Ces revenus mensuels peuvent aller de 200 à 300 000 francs CFA grâce aux nombreux consommateurs. Je vous propose de l'écouter au micro de Sadio Sidibé. Nous transformons la mangue en sirop, en confiture et en mangue séchée. Nous transformons également d'autres produits locaux comme le bissap, le gingembre, le tamarin. Nous disposons plusieurs matériels. Ça par exemple, ça c'est le pasteurisateur de confiture. Quand nous avons les pots de confiture ici, après avoir cuit, les pots et les confitures sont mises dans ces pots-là et après on ouvre la machine. Voilà. On tire les paillettes comme ça et on met les pots de confiture ici. Puis on le ferme et d'en bas on met de l'eau et après on ferme cette machine-là. Et il y a le gaz ici, on allume le gaz. Voilà, on allume le gaz et on attend jusqu'à ce que la pression d'ici soit à 1 bar 50. On ne doit pas dépasser les 1 bar 50. Donc arrivé à 1 bar 50, on ferme le gaz et on attend environ une journée avant de l'ouvrir parce qu'il y a tellement de pression dans cette machine que si on l'ouvre, ça risque de nous blesser. La confiture, c'est à base de mangue, de cannelle et de sucre. Donc c'est 50% sucre, 50% mangue. Donc la balance, ça nous permet de mesurer nos matières premières et également les produits finis. Donc par exemple, quand on fait la mangue séchée, on prend son poids ici. Le poids ne doit pas dépasser 120.
Donc quand on prend le poids, donc ça nous donne le poids net, donc on peut le vendre. Cette machine, c'est le laveur fruits. Donc on met les fruits ici, comme la mangue et l'orange, on les met ici. Quand on branche l'appareil, l'eau est déjà ici, l'eau savonneuse, donc les machines sont brossées, il y a des brosses ici, les machines sont frottées à ces broches-là et puis ça sort par là étant propre. C'est le laveur Boko, donc on le branche ici, cette brosse-là ça tourne, donc on met le pot à l'intérieur de la brosse, donc ça permet de nettoyer avec sûreté l'intérieur des pots. Ça c'est le sirop de Zaban. On fait du sirop de Zaban. Donc le contenu c'est 90 centilitres, donc à peu près 1 litre. Ici, nous avons le mixeur de grande capacité. Donc ça permet de mixer nos mangues en quantité. Par exemple, si nous avons 50 kg de mangue, donc ça permet de le mixer et le jus sort à travers ce robinet. Ici, ça c'est la cuisinière. Ça nous permet de cuire nos produits. Par exemple, ici, nous avons le bissap. Donc, ça permet une cuisson très rapide de nos produits. Quand on a 100 ou 50 litres, la cuisson peut prendre 30 minutes. Le séchage des mangues ou bien le fumage des poulets. Donc, les mangues se placent ici après être découpées. On les place dans ces paillettes-là et après on allume le gaz. Ça prend 5 à 6 heures et nos mangues sont prêts. Le tour d'horizon de l'actualité africaine et internationale est commenté par Al-Hamidou Badini. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle d'octobre, est rentré jeudi en fin d'après-midi à Abidjan, après 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire, a affirmé le Premier ministre lors d'un discours à son arrivée à l'aéroport. Il a souligné qu'il avait été tenu au courant de tous les dossiers par le président Alassane Ouattara, qu'il appelait matin et soir, mais il n'a pas dit un mot sur la présidentielle du 31 octobre, ni sur sa candidature. Accueilli en grande pompe à l'aéroport par le président Ouattara et une grande partie du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly a été applaudi à plusieurs reprises par les officiels présents au salon d'honneur de l'aéroport. Jean Castex, 55 ans, est désormais le nouveau Premier ministre français après la démission d'Édouard Philippe. Il a été nommé vendredi 3 juillet par Emmanuel Macron et chargé de former un nouveau gouvernement. Le 2 avril, lors de l'annonce de sa nomination pour préparer le plan de déconfinement, Édouard Philippe avait loué un haut fonctionnaire qui connaît parfaitement le monde de la santé et qui est redoutable d'efficacité. Jean Castex avait eu la charge de résoudre le casse-tête du déconfinement progressif de la population française dans un contexte où le nouveau coronavirus n'aura pas totalement disparu. Un défi qui n'a pas fait peur à ce ténarque habitué des dossiers complexes qui peut s'appuyer sur une vie professionnelle et politique très largement orientée vers le secteur social et la santé. Le procès devant Saoudien accusé par la Turquie d'avoir assassiné Jamal Khashoggi débute devant le principal tribunal d'Istanbul vendredi 3 juillet. Le journaliste saoudien de 59 ans, détracteur du pouvoir de la famille royale saoudienne et collaborateur du Washington Post, a été assassiné puis découpé en morceaux le 2 octobre 2018. Les restes de la victime n'ont jamais été découverts. L'ouverture du procès n'a pas été confirmée officiellement. La justice turque a émis des mandats d'arrêt visant tous les accusés qui ne se trouvent pas en Turquie et sont passibles de la peine de mort. Ils seront donc jugés par contumace. À Johannesburg, ils étaient des dizaines dans les rues pour exprimer leur désaccord face aux premiers essais d'un vaccin contre la pandémie du nouveau coronavirus en cours dans leur pays. Cela va à l'encontre de tous les protocoles et même si les gens vont consentir, il faut qu'il y ait un consentement éclairé. C'est une forme de violation du corps d'une personne, c'est une forme de viol, ce n'est pas acceptable. Donc la période de vaccination, que ce soit en Chine ou en Italie, n'est pas acceptable. Mais la logique veut que les tests se fassent dans les épicentres de la maladie dans le monde, indique un manifestant. Le premier essai de vaccin contre le coronavirus sur le continent a commencé en Afrique du Sud la semaine dernière.
Il s'inscrit dans le cadre d'un essai déjà en cours au Royaume-Uni avec un vaccin développé par l'Université d'Oxford. La pandémie de Covid-19 continue de frapper durement le continent américain. Un nouveau record de contamination a été enregistré aux États-Unis jeudi avec 55 274 nouveaux cas de contamination en une seule journée. Le port du masque continue de faire débat. La première puissance mondiale est devenue jeudi 2 juillet le pays le plus endeuillé de la planète avec 128 677 décès liés au Covid-19 selon l'université Johns Hopkins. Quant au cas de contamination, il passe la barre des 55 000 nouvelles détections en une seule journée aux États-Unis selon un décompte effectué par Reuters sur la base des données officielles. Il s'agit du plus important bilan quotidien de cas de coronavirus rapporté au niveau mondial depuis le début de la pandémie. Une flambée des nouvelles infections a été signalée au cours de la semaine écoulée à travers le monde, braquant les projecteurs sur la gestion de la crise sanitaire par le président Donald Trump et poussant les gouverneurs à suspendre ou faire marche arrière dans leur plan de déconfinement. Boeing abattu par l'Iran, un accord trouvé pour l'indemnisation des familles des victimes. Téhéran fait un geste de bonne volonté en acceptant d'indemniser les familles des victimes étrangères du Boeing ukrainien abattu par erreur par l'Iran en janvier, a annoncé ce jeudi 2 juillet la ministre suédoise des Affaires étrangères. Téhéran n'a pas encore confirmé cette nouvelle, mais selon la ministre suédoise des Affaires étrangères, un accord de principe a été signé pour indemniser les victimes étrangères de l'accident. Depuis janvier, l'Iran a abattu par erreur un avion ukrainien non loin de Téhéran. Selon les autorités iraniennes, des militaires iraniens ont confondu l'avion avec un missile américain. En effet, l'Iran avait frappé une base américaine en Irak en représailles à l'assassinat ciblé par les États-Unis du général Qasem Soleimani à la tête de la force Al-Quds, unité d'élite des gardiens de la révolution iranienne chargée des opérations extérieures, notamment en Irak et en Syrie. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.